Des camions traversent le désert à toute allure, tandis que des hommes à l'arrière crient et tirent sauvagement avec leur автомат Kalachnikova 47. Il n'y a ni uniforme, ni drapeau, mais c'est une armée du djihad. Si tout se passe comme prévu, aucun ne reviendra vivant. Mais voici le plus fou, l'un d'eux réussira. Et non seulement il survivra, mais il finira par diriger tout un pays. Voici l'histoire des escadrons du djihad en Syrie. Tout a commencé en 2011. La Syrie a explosé lorsque des gens ordinaires sont descendus dans la rue pour réclamer un changement politique. Cela évoquait un nouveau printemps arabe, avec manifestations, slogans et foules pleines d'espoir. Dans la plupart des endroits, des troubles comme ceux-ci s'estompent. Mais le gouvernement de Bachar el-Assad avait d'autres idées. Les forces de sécurité ont tiré, les chars sont venus, les manifestants ont été emprisonnés, et le soulèvement est devenu une guerre civile. En 2 ans, le conflit a impliqué presque toutes les grandes puissances régionales. La Syrie a été partagée entre le régime, les milices kurdes, Daesh, les rebelles modérés, et un réseau islamiste lié à Al-Qaïda. Ce qui avait commencé comme des manifestations pour le changement avait déjà tué plus de 10 000 personnes et forcé plus de 2 millions de personnes à quitter leur foyer. Les villes se vidaient, les cités étaient désertées, et au-dessus de tout cela s'élevait le drapeau du djihad. Cela a créé un vide que ces factions allaient bientôt combler. À mesure que les combats s'étendaient, de nouveaux groupes rebelles commençaient à se former. Des centaines d'entre eux, chacun avec ses propres objectifs, son idéologie et ses soutiens étrangers. Certains voulaient la démocratie, d'autres la vengeance, et d'autres voyaient l'occasion de bâtir un État islamique. De nombreux arrivants en Syrie étaient d'anciens djihadistes d'Irak, aguerris dans l'insurrection contre les forces américaines après 2003 là. Ils ont apporté la discipline du champ de bataille, une expertise dans la fabrication de bombes, et une brutalité perfectionnée dans les rues de Falloujah et de Mossoul. Tactique issue d'une guerre utilisée dans une autre. Parmi eux se trouvait Ahmed al-Chahra, surnommé Abu Mohamed al-Jalani, un vétéran syrien ayant combattu avec Al-Qaïda en Irak. Al-Jalani a rapporté chez lui les leçons de cette insurrection. En 2012, il a fondé Jabhat al-Nusra, le Front al-Nusra. Officiellement, ce n'était qu'un groupe rebelle, mais en réalité, Al-Qaïda renaissait en Syrie. Cependant, une insurrection ne repose pas seulement sur la foi. Dès le début, le financement du Front al-Nusra reposait sur une économie parallèle de donateurs et d'intermédiaires. Des donateurs fortunés, souvent originaires des États du Golfe, ont discrètement injecté des millions en Syrie via des associations caritatives et des organisations qui mêlaient aide légitime et soutien militaire clandestin. Le Trésor américain a ensuite relié plusieurs de ces réseaux à la structure financière d'Al-Qaïda. Ce mélange de dons publics et de virements secrets est devenu la base de l'économie du djihad en Syrie. Au début, Nosrad a gagné le respect en maintenant l'ordre dans les zones rebelles. Elle distribuait de l'aide, gérait des tribunaux de la charia et punissait les voleurs. Pour de nombreux Syriens, ils apparaissaient comme les seuls à pouvoir ramener une stabilité que l'État défaillant ne garantissait pas. Mais en réalité, Nusra ne combattait pas la démocratie ou la réforme. Ses dirigeants construisaient autre chose, un bastion islamiste permanent, un État régi par la loi islamique, la charia. Contrairement à d'autres rebelles vivant de pillage ou d'aide étrangère, Nusra fonctionnait comme un mini-gouvernement. Il collectait les impôts, délivrait des cartes d'identité et avait instauré un bureau pour sanctionner la corruption. Pour beaucoup de civils, ce type d'ordre, même imposé par la loi islamique, valait mieux que le chaos et les violences. La Syrie est vite devenue le centre du djihad mondial. Des dizaines de milliers de combattants étrangers ont afflué depuis plus de 100 pays. Ils étaient souvent guidés par des réseaux de contrebande et des recruteurs religieux. Certains ont rejoint Daesh, qui a proclamé son califat. D'autres ont rejoint le Front al-Nusra, attirés par sa forme de djihad plus centrée sur la Syrie. Arrivés dans le pays, les nouveaux étaient dirigés vers des maktabs ou centres d'intégration pour y être sélectionnés, formés puis affectés à des escadrons. Selon leur langue ou leurs compétences, les convertis occidentaux faisaient souvent de la propagande en anglais pour atteindre de nouveaux publics en ligne. Certains rejoignaient des unités de snipers ou d'assaut, d'autres des équipes d'explosifs. Les analystes ont nommé ces groupes des escadrons du djihad, petites unités semi-autonomes de 50 à 300 hommes opérant comme des forces spéciales, mobiles, disciplinées et idéologiquement engagées. Chaque escadron gérait logistique, financement et recrutement, mais restait flexible face à une organisation mère comme Nusra, Ahrar al-Sham ou Jaish al-Islam. Et il filmait tout, des images de drones des combats, des vidéos de martyrs soigneusement montés et une propagande soignée. Ils donnaient tous l'impression d'une armée internationale bien rodée. Et ça marchait. Chaque mise en ligne devenait une publicité pour le recrutement. Chaque combat, chaque sacrifice attirait la prochaine vague de combattants étrangers.
Les renseignements occidentaux ont estimé que plus de 40 000 combattants étrangers de nombreux pays sont venus en Syrie. Certains ont rejoint Daesh, d'autres Al-Nosra et ses alliés, devenant membres des escadrons du djihad. En 2015, le nord-ouest syrien, surtout Idlib, était leur bastion. Depuis cette région, les escadrons du djihad ont lancé des offensives coordonnées contre les forces d'Assad et des groupes rebelles rivaux. Leur plus grande victoire fut en mars de cette année, lorsque plusieurs factions s'unirent sous la bannière de Yaïch al-Fatah, l'armée de la conquête, et lancèrent une attaque à 3 axes contre Idlib. C'était un mélange brutal de tactiques d'insurgés et de guerre moderne. Pour la première fois, des commandants djihadistes de divers pays ont coordonné artillerie, blindés et attentats suicides. Des véhicules piégés et des assaillants étrangers ont ouvert des routes, tandis que des unités armées de missiles anti-chars, tube-launched, optically tracked, wire-guided capturés faisaient exploser les positions blindées. Des tirs coordonnés d'artillerie et de mortiers couvraient l'arrivée des convois de pick-up. En quelques jours, ils ont pris Idlib, une capitale provinciale qu'Assad contrôlait depuis le début de la guerre. C'était l'une des pires défaites du régime. Les chaînes de propagande ont envahi Internet d'images de drones, de pick-up fonçant dans les champs, de tirs de mortiers synchronisés et de combattants venus d'Ouzbékistan attaquant des bâtiments officiels. Cette victoire a fait d'Idlib la capitale du djihad, attirant des milliers de nouveaux volontaires via la Turquie. Chaque vidéo de victoire servait aussi d'affiche de recrutement, et les escadrons du djihad, autrefois un simple rassemblement de milices, ont commencé à ressembler à une armée organisée. Mais cela n'a pas duré. Un an après, ils ont tenté de réitérer ce succès à Alep, la plus grande ville syrienne, mais ce fut un échec cuisant. Entre 2012 et 2016, des dizaines de factions djihadistes ont mené la bataille d'Alep pour tenter de briser le siège gouvernemental. Mais là où Idlib avait montré de l'unité, Alep a révélé des divisions. Chaque commandant obéissait à son propre émir. Certains luttaient pour l'idéologie, d'autres pour le territoire. La coordination a vite échoué. Malgré les attentats à la voiture piégée et les renforts étrangers, les forces d'Assad, aidées par l'aviation russe, ont resserré l'étau quartier par quartier. Dans la ville, civils et combattants étaient encore piégés ensemble. En décembre, Alep est tombé. Des dizaines de milliers de rebelles et djihadistes ont dû se replier à Adleb, leur dernier grand bastion. Les Nations Unies estiment d'énormes pertes, dont des milliers de civils. Et cette défaite a effacé des années de gains territoriaux des djihadistes. Après Alep, beaucoup de djihadistes ont compris qu'ils ne pourraient jamais gagner à force de divisions sans fin. Ils avaient besoin d'un commandement unifié que Jolani allait créer. Mais ce succès a apporté des problèmes. Les liens du front Al-Nosra avec Al-Qaïda en ont fait une cible pour les frappes aériennes américaines et ont éloigné les autres rebelles. Très vite, Jolani a compris que s'il voulait survivre, son groupe aurait besoin d'une nouvelle identité. En 2016, il a publiquement rompu ses liens avec Al-Qaïda, rebaptisant le front Al-Nosra en Jabhat Fatah al-Sham, le front pour la conquête du Levant. C'était une décision réfléchie. Un an après, il a fusionné plusieurs factions islamistes pour créer Hayat Tahrir al-Sham, l'organisation pour la libération du Levant. Les escadrons du djihad ont été réorganisés en brigades, bataillons et bureaux administratifs dans la hiérarchie militaire du Hayat Tahrir al-Sham. Joulani a déclaré que le Hayat Tahrir al-Sham n'appartenait plus au djihad mondial, mais était désormais une force strictement syrienne. Pour des groupes comme Nosra, changer de nom était courant. Les franchises d'Al-Qaïda en Afrique du Nord l'avaient déjà fait. Le but a toujours été une question d'image, se débarrasser de l'étiquette terroriste, gagner le soutien local et survivre à l'intervention occidentale. Djalani n'inventait pas la stratégie, il la perfectionnait pour la Syrie. L'objectif principal était de légitimer Hayat Tahrir al-Sham comme puissance locale, non comme branche du djihad mondial. Le second, unifier les escadrons fragmentés sous une seule structure de commandement. La stratégie a fonctionné. Les frappes aériennes occidentales se sont concentrées sur Daesh, tandis que Hayat Tahrir al-Sham renforçait son contrôle sur Idlib. Une fois que Hayat Tahrir al-Sham a dominé le nord-ouest, il est passé du combat à la gouvernance. Gérer un mini-État nécessitait de l'argent, beaucoup d'argent. Ses principaux revenus venèrent de la taxe sur le carburant et les marchandises au poste frontière de Bab al-Hawa avec la Turquie, une route générant chaque année des centaines de millions de dollars. Hayat Tahrir al-Sham imposait également des taxes sur l'électricité, l'immobilier et même sur les organisations non gouvernementales opérant sur son territoire. Chaque litre de diesel, chaque sac de farine lui passait entre les mains. L'ancien escadron du djihad maintenait l'ordre et collectait les taxes, mais portait maintenant de nouveaux insignes et dépendait de ministères. La structure qui menait autrefois la guerre sainte évoluait en une bureaucratie d'État. Jalani a présenté Hayat Tahrir al-Sham comme un mouvement islamiste pragmatique. Il a donné des interviews, visité les marchés en civil et parlé de sécurité et de reconstruction.
Pour les Syriens épuisés par la guerre, c'était important. Vivre sous Hayat Tahrir al-Sham offrait une stabilité rare après des années de chaos. Mais en interne, la dissidence grandissait. Les djihadistes radicaux accusaient al-Jalani d'avoir trahi Al-Qaïda et la cause. Après la formation du groupe rival Ouras al-Din, Hayat Tahrir al-Sham a rapidement réagi et les a écrasés militairement. Le modèle hybride du Hayat Tahrir al-Sham, armée et gouvernement, n'avait aucun concurrent sérieux dans le nord-ouest. Les escadrons du djihad étaient entre les piliers de la gouvernance. Fin 2024, après des années d'usure, le Hayat Tahrir al-Sham a capturé Damas lors d'une offensive coordonnée. Assad a fui. Pour la première fois en plus de 10 ans, le réseau djihadiste, issu d'escadrons dispersés, contrôlait la majeure partie de la Syrie. Début 2025, Jolani s'est à nouveau rebrandé. Il s'est 7 fois présenté devant les caméras sous son vrai nom, Ahmed al-Shara, pour annoncer la création d'une nouvelle armée syrienne. Sur le papier, elle était censée refléter une armée d'État professionnelle, mais les services de renseignement occidentaux ont remarqué autre chose. De nombreux officiers venaient du Hayat Tahrir al-Sham, formés à la guerre irrégulière, non à la défense d'un État. Officiellement, il s'agissait d'une armée professionnelle conçue pour unifier toutes les forces rebelles. En pratique, c'était le même réseau d'escadrons djihadistes absorbés et rebaptisés en divisions étatiques. Au moins 22 hauts officiers, dont le ministre de la Défense, le chef d'état-major et des commandants de division, ont un passé djihadiste selon des rapports. Beaucoup avaient autrefois dirigé des unités au sein de Hayat Tahrir al-Sham Ahrar al-Sham et Ansar al-Tahid, et leurs divisions étaient remplies d'anciens combattants de Hayat Tahrir al-Sham et de l'État islamique. Les escadrons djihadistes ont été nationalisés et intégrés à la nouvelle armée syrienne, désormais conventionnelle. Elle organise des remises de diplômes, défilés et conférences de presse. Mais son acide désoxyribonucléique est indéniable. C'est la combinaison des mêmes formations djihadistes qui opéraient autrefois indépendamment à travers la Syrie. Le ministre de la Défense, Marhaf Abou Kasra, commandait auparavant la branche militaire du Hayat Tahrir al-Sham. Ali Nour al-Din al-Nassan, chef d'état-major, était un commandant de terrain du Hayat Tahrir al-Sham. D'anciens généraux commandèrent des groupes autrefois alliés à Al-Qaïda. Sur le terrain, les divisions fonctionnent comme les anciens escadrons, décentralisés, loyales envers leurs commandants et motivés idéologiquement. Ils gardent d'anciens réseaux tribaux et religieux, même en uniforme national. Le gouvernement de Jalani nomme cette intégration stabilisation, tandis que les analystes évoquent un djihadisme militarisé. Vêtue d'une nouvelle tenue, la Syrie de 2025 semble plus calme qu'elle ne l'a été depuis des années. Les routes sont ouvertes, l'aide circule librement, et les journalistes étrangers sont revenus à Damas. Mais sous ce calme se cache un équilibre fragile, un nouvel État construit par la même architecture militante qui a autrefois déchiré la Syrie. Et de l'autre côté des frontières, les pays voisins n'ont d'autre choix que de regarder avec inquiétude. En Syrie, les minorités redoutent des représailles, tandis que les radicaux rêvent d'un djihad au-delà des frontières. Même si les noms du groupe changent, l'idéologie reste. Ce qui se passe en Syrie n'est pas unique. Des talibans d'Afghanistan aux milices de Libye, les mouvements djihadistes modernes ont appris à échanger les drapeaux noirs contre des bureaucraties. La Syrie est juste le premier lieu où cette expérience a réussi nationalement. Ce qui avait commencé comme de petites cellules de combattants étrangers est devenu l'épine dorsale militaire d'un nouvel État. Leurs dirigeants contrôlaient les ministères, leurs soldats patrouillent au point de contrôle, et leur histoire mêle rébellion et gouvernement. Les escadrons djihadistes de Syrie n'ont finalement jamais disparu, mais ont seulement changé d'uniforme. Regardez l'ascension brutale de Saddam Hussein en Irak ou cette vidéo à la place.